Donc, ah oui, évidemment. bonjour à toutes et à tous. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour cette sixième digression du groupe Pyrénées-Midi-Montagne de la France Insoumise. Donc, nous avons initié ces digressions pendant la campagne présidentielle parce qu'on a considéré qu'en outre les actions habituelles du tractage, de rencontres sur les marchés avec les citoyens, on avait besoin aussi, nous, de notre côté, se former et avoir de l'éducation populaire. Et on souhaitait aussi partager ces moments d'éducation populaire avec les gens à l'extérieur. Donc on a initié ces soirées dans des cafés. Donc jusqu'ici, c'était les membres de notre groupe qui ont tenu ces soirées. Donc on avait une très belle soirée sur l'éducation bienveillante qui respectait les enfants. On avait une belle soirée sur la permaculture, aussi une soirée sur le numérique et une autre soirée sur la commune. Donc il y a quelques semaines, un de nos membres a souhaité inclure dans la réflexion la décroissance qui nous a paru très pertinent car c'est un sujet qui est un sujet transversal qui permet de s'interroger sur la manière de consommer, notre manière de produire, la manière comment on voyage, la manière comment on rencontre les autres. Et du coup, on a pensé que ce sera super chouette si Vincent venait faire une soirée sur la décroissance. Alors pourquoi Vincent? Parce qu'il est acteur sur le terrain, il a plusieurs projets qu'il met en place en Hongrie et j'ai bien compris aussi internationalement. Il est chercheur, il est essayiste et puis il tient plein de conférences sur le thème de la décroissance. Donc je laisse la parole à Vincent. Merci beaucoup Monica. Bonsoir à toutes et à tous. Merci pour l'organisation, ça tombait bien parce que ces derniers temps je suis plutôt sur les routes et en Hongrie, mais je reviens très souvent en France. Et donc j'étais de passage à Paris à cette période et c'est avec beaucoup de plaisir que je suis là ce soir pour parler de décroissance. Alors ce que je vous propose, je vais faire une introduction, on n'en a pas parlé, mais je sais que si vous n'êtes pas d'accord, on peut en parler maintenant. Une introduction d'environ 40-45 minutes sur qu'est-ce que la décroissance et qu'est-ce que peuvent être des projets de décroissance, sur quelles étapes de transformation de la société. Et puis après, il y aura un temps, j'espère, pour un échange, pas uniquement avec moi, mais aussi entre vous, etc. Parce que l'un des buts de la décroissance, c'est aussi de nous inviter à nous décoloniser l'imaginaire, à penser, à réfléchir, à se rencontrer et à dialoguer. Alors, ce que je vais présenter, c'est ce qu'on peut retrouver dans cet ouvrage aux éditions Utopia, qui s'appelle « Un projet de décroissance », que j'ai coécrit il y a maintenant déjà quelques années avec Stéphane Madeleine, Christophe Ondet et Anne-Isabelle Veillot, qui sont aussi trois acteurs des mouvements de la décroissance, impliqués à la fois dans la partie, le pied politique de la décroissance et aussi le pied des alternatives. Alors je vous propose une présentation en trois temps. Dans un premier temps, je vais définir qu'est-ce que la décroissance, parce que même si vous en avez déjà entendu parler, etc., par expérience, je pense que c'est bien de reclarifier les choses, parce qu'il y a beaucoup d'incompréhension, beaucoup d'émotions aussi derrière ces termes. Dans un deuxième temps, je vais présenter sur quelques idées que pourrait représenter un projet de décroissance, quelles sont les propositions concrètes sur différents niveaux que les décroissantes et les décroissants proposent et invitent à débattre. Et puis dans un dernier temps, différentes étapes de transformation en partant de la situation dans laquelle on est aujourd'hui, qui est plutôt mortifère et inquiétante, vers de nouveaux modèles de société. Et je vais expliquer comment on peut sortir de la société de croissance. Avant de commencer, je tiens à préciser qu'il ne s'agit en aucun cas d'un projet clé en main, mais de pistes, on pourrait même parler, pour faire un jeu de mots, d'utopistes, qui invitent à nous ouvrir l'esprit, à nous réapproprier de l'espoir et à nous projeter dans des avenirs soutenables, souhaitables, désirables, autonomes, etc. Donc le but avant tout c'est de débattre de manière ouverte, et je crois en débattant, c'est comme ça qu'on commence à construire des chemins sereins, démocratiques, pour se réapproprier d'autres formes de bien-être. Alors qu'est-ce que la décroissance? On donne généralement trois grandes définitions à la décroissance. La première, c'est un slogan provocateur. C'est vraiment un mot obus, un outil sémantique qui nous invite à nous poser plusieurs questions, qui nous amène dans un premier temps à nous rendre compte qu'on vit sur une planète qui s'appelle la Terre,
et qu'une croissance infinie dans un monde fini, c'est pas possible. Il faudrait peut-être aussi se poser la question si c'était possible, parce que ça aurait du sens. C'est un mot qui a été utilisé, donc qui est assez ancien. On le retrouve dès 1972 dans un texte d'André Gorz. On l'a retrouvé en 1979 lorsque Jacques Greenwald et Ivo Rens ont traduit les articles universitaires de l'anglais de Nicolas Georgescu-Roegen, un économiste interdisciplinaire d'origine roumaine. Et puis on l'a retrouvé surtout au début des années 2000, avec la convergence à la fois d'un mouvement de casseurs de pub, très critique envers la publicité, et puis un mouvement intellectuel qui venait plutôt du monde de la critique du développement, avec, je crois, 2 grands événements majeurs. Le premier, c'est la publication dans le journal Silence d'un dossier sur le nom de la décroissance, qui faisait le lien avec aussi une grande rencontre à l'UNESCO, avec beaucoup de représentants de pays du Sud et beaucoup de grands précurseurs ou de penseurs de la décroissance, qui s'appelait « Défaire le développement, refaire le monde ». Et je précise bien « défaire le développement » parce que je crois que cet outil, au départ, il est surtout utilisé pour alerter sur l'imposture, pour citer mon ami Serge Latouche, avec qui j'étais le week-end dernier, ce piège à con qu'était le développement durable et qui reste toujours présent. Le développement durable est une oxymore et la décroissance nous invite à nous poser la question « Ok, développement très bien, durable, est-ce qu'il n'y a pas un problème ?» et nous invite à nous poser la question pour aller plus loin. Et puis aussi, à travers cet outil sémantique qu'est la décroissance, ça nous invite à déconstruire un certain nombre de mythes, un certain nombre de croyances implicites dans le toujours plus. On vit dans des sociétés où, depuis qu'on est né, on nous explique à l'école, dans les médias, dans la publicité, il y a une pression sociale que pour être heureux, il faut toujours aller plus vite, aller plus loin, acheter plus gros, plus neuf, plus technique, plus rapide, tout ce qu'on veut. C'est quelque part pour rompre avec toutes ces toxicodépendances au toujours plus, pour commencer à voir le monde différemment. Donc on parle d'une décolonisation de l'imaginaire, donc c'est un outil qui invite à se poser des questions et qui nous invite aussi à faire des chemins, à faire des voyages individuels, collectifs, politiques, de décolonisation de l'imaginaire pour sortir de ces toxicodépendances et pouvoir, une fois qu'on a déconstruit un certain nombre de mythes, pouvoir repenser librement ou changer de lunettes et regarder les choses de manière différente. La deuxième raison pour laquelle moi j'aime bien ce terme, malgré son côté repoussoir, et c'est un terme avec lequel on a du mal à créer un mouvement très large, etc., mais j'expliquerai pourquoi peut-être c'est pas si bien grave. La raison pour laquelle j'aime beaucoup ce terme avec son côté repoussoir, c'est qu'on vit dans une société dominée par la publicité, donc dominée par le mensonge, et comme on a pu le voir depuis une quinzaine d'années autour du développement durable, autour d'un certain nombre de discussions qu'il y a pu y avoir, que ce soit autour du bio, autour de l'économie fair trade, de l'économie, je ne sais pas comment on dit en français, équitable, merci, autour de choses comme l'économie du partage, l'économie circulaire, qui au départ étaient des concepts portés par des gens tout à fait bien intentionnés, qui, avec des choses et des expérimentations qui étaient extrêmement intéressantes, on a pu voir comment elles ont été vidées de leur sens pour être réappropriées par le système dominant. Ce qui fait que ce qui était il y a quelques années l'économie du partage, qu'enthousiasmait beaucoup de monde, etc., est devenu l'ubérisation du monde. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on achète un produit bio, on est très loin de ce qu'étaient les attentes portées par les premiers précurseurs autour de l'agriculture bio. On peut faire du bio importé d'Argentine, fait sous serre, chauffé, en monoculture, hors sol, etc. On est très loin d'une agriculture qui nous intéresse, etc. La décroissance comporte en elle ce côté repoussoir qui interroge, qui fait que pour le système dominant, ça risque d'être plus difficile de se le réapproprier. Je pense que ça prendra plus de temps de nous vendre des 4x4 décroissants, alors qu'aujourd'hui on nous vend des 4x4 soutenables, verts, écolos, qui sauvent le monde, etc. Donc la décroissance, c'est un outil sémantique qui nous invite à nous poser des questions, qui nous invite à prendre le problème à la racine, et qui, même s'il n'est pas fédérateur, représente cet intérêt de nous inviter à ces chemins et nous protège de récupération du moins rapide. J'en arrive à la deuxième définition de la décroissance, qui est une pensée multidimensionnelle, interdisciplinaire. Et je crois que c'est quelque chose d'extrêmement fondamental dans la pensée de la décroissance, c'est qu'on s'est engagé, au moins depuis la révolution industrielle, dans le partitionnement des disciplines, des sciences, etc. Et puis on a créé des spécialistes, chacun dans son domaine, qui en fait parlent de la même chose et sont incapables de faire le lien entre les différents problèmes qu'on rencontre. Et là, quand on regarde aujourd'hui les médias dominants depuis
une quinzaine d'années que le mouvement de la décroissance existe, on voit arriver tout le temps ce totem de croissance comme réponse à tous les problèmes auxquels on fait face. Et on partitionne les problèmes. Donc on va regarder un JT, on va nous parler du changement climatique, on va nous parler de la COP21, on va nous parler des enjeux environnementaux, la chute de la biodiversité, l'acidification des océans. Donc on va en parler de manière ponctuelle. On va dire, ah, c'est terrible, on fait face à des problèmes. Il nous faut de la croissance pour de nouvelles technologies, voire de plus en plus on entend dire il y a un problème, on surconsomme, on surproduit, donc peut-être il faudrait remettre en question la croissance, etc. On arrive à un deuxième problème, du coup on passe à la question sociale et économique, on va nous dire montée des inégalités, il y a du chômage, il y a de la misère qui grandit, il y a des problèmes des dettes publiques au nom desquelles il faut faire des plans d'austérité dévastateurs, etc. On pourrait dire, alors là, une seule solution, la croissance, la croissance, la croissance. Et manque de peau, ça fait plusieurs années, voire décennies, que dans les pays occidentaux, on n'a pas vraiment de croissance, donc on martèle ce totem, la croissance ci, la croissance ça, qui devrait nous rendre heureux, qui devrait résoudre tous les problèmes auxquels on fait face, alors qu'il n'y a plus de croissance, et puis après on est surpris qu'on fait face à des problèmes politiques, problèmes culturels, des problèmes sociaux extrêmement profonds, un discrédit très fort sur nos institutions, sur ce qu'on appelle nos élites, ou plutôt nos élites technocratiques, une montée des inégalités qui devient tout à fait infernale, avec toutes les conséquences de violence que l'on peut connaître, et on n'arrive toujours pas à faire le lien entre tous ces problèmes. Ce à quoi la décroissance nous invite, c'est de faire le lien entre tous ces problèmes. On ne fait pas face à différents problèmes ou différentes crises qui seraient indépendantes des unes des autres, mais on fait face à une convergence de problèmes, de crises, totalement liés aux uns aux autres, qui sont liés à un modèle de société. Et la décroissance nous invite à aller vraiment à la racine des problèmes, qui sont liés à un modèle de société qui croirait qu'il suffit de faire plus pour donner du sens. Et la décroissance, au-delà de nous interpeller sur les limites physiques de la croissance, j'évoquais rapidement tout à l'heure Nicolas Georgescu-Roegen, je pourrais citer beaucoup d'autres auteurs qui s'intéressent aux limites physiques de la croissance, mais je dirais, moi, ce qui m'intéresse le plus dans la décroissance, d'autant plus que je suis ingénieur et que j'ai commencé à m'intéresser aux limites physiques de la croissance, que je me suis très vite rendu compte que, même si nous sommes des êtres rationnels, notre rationalité a ses limites aussi, et qu'il ne suffisait pas d'avoir raison d'un point de vue physique pour gagner en politique. Plus je parlais de pics de pétrole, de catastrophes, d'effondrements, de changements climatiques, etc. En fait, moi, les gens étaient intéressés pour écouter ce dont j'avais à leur dire. Donc, je me coupais un peu de ma famille, de mes amis, de mes collègues, etc. Et en plus, je devenais de plus en plus malheureux, frustré, catastrophiste, etc. Et j'ai eu la chance de découvrir l'autre approche de la décroissance qui, je crois, est encore plus fondamentale, ce qu'on appelle un peu le quand bien même. Même si une croissance infinie dans un monde fini était possible, il faudrait quand même se poser la question du sens. Il faudrait quand même se poser la question, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est désirable? Et dans le quand bien même, il y a toute une pléthore de penseurs, de disciplines, d'approches, de réflexions, de débats, de déconstructions, de propositions, qui nous invitent à réévaluer le sens que l'on souhaite donner à nos vies. Je pourrais en citer des dizaines, je vous renvoie par exemple à la collection Les précurseurs de la décroissance, à différents livres qui sont sortis ces dernières années et qui sortent en ce moment sur tous ces penseurs qui ont influencé la décroissance, où on se rend compte que ce n'est pas un phénomène nouveau, que c'est très présent dans les débats de la société. En fait, quand on prend le temps d'étudier l'histoire des civilisations, on se rend compte que ce qui est nouveau et plutôt unique, c'est ce que nous vivons aujourd'hui, même si en termes de nombre de personnes et d'impact de destruction et empreinte écologique, c'est sans précédent dans l'histoire de l'humanité, mais en termes de nombre de cultures et de civilisations, on est archi-minoritaire. Et tous ces penseurs, sur différents leviers, nous invitent à réévaluer un certain nombre de choses, comme par exemple la question du travail, comme par exemple la question de l'économie, quel rôle joue l'économie dans notre société, comme par exemple la question de la démocratie. Donc, pour prendre juste 3 exemples que je ne vais pas développer, mais que je vais juste évoquer rapidement. Donc, par exemple, le travail, je pense aux réflexions ou travaux d'un André Gorz, qui est l'un des pères aussi de la décroissance, un des pères de l'écologie politique, qui, à travers ses réflexions, nous invite à réévaluer le temps passé au travail, la division du travail, comment on l'aborde, comment se réapproprier des activités qui ont du sens sur différents niveaux, comment reconnecter des activités plutôt manuelles, intellectuelles, voire sur d'autres niveaux de participation à la vie de la cité, autour du care, autour de formes de solidarité, voire de l'oisiveté, etc. Un autre penseur qui nous interpelle sur l'économie, par exemple, je pense aux travaux dans un premier temps d'un Karl Polanyi, avec notamment la grande transformation,
poursuivi par la suite avec Serge Latouche, qui va encore plus loin que Karl Polanyi, où il dit mais carrément il faut sortir de l'économie. Ou en citant Mark Twain, il dit que lorsqu'on a un marteau dans la tête, on voit tous les problèmes sous forme de clous. Et aujourd'hui, le marteau qu'on a dans la tête, c'est celui de l'économie. On va parler changement climatique, on va nous sortir un rapport Stern, on va dire, ah ben là, on va perdre 500 milliards de dollars, ou je ne sais plus, c'est 5000, peut-être falloir qu'on fasse quelque chose. On va parler de problèmes d'éducation, de santé, de culture dans un pays comme la Grèce. On va dire, ah non, il y a une dette publique, on ne peut pas, on est obligé de couper les retraites, on est obligé de fermer des écoles, et ainsi de suite. Donc le marteau qu'on a dans la tête, c'est l'économie. Et à travers les réflexions d'un Karl Polanyi qui nous invitait à réencastrer l'économie, qui a fait tout un travail d'historien des civilisations, d'historien de l'histoire de l'économie moderne telle qu'on la connaît dans nos sociétés, il a montré comment on s'est engagé dans cette dynamique où l'économie a été sortie de tout un corpus social, culturel, politique, voire spirituel, etc. Et l'économie est devenue quelque chose de dominant, une valeur dominante qui nous empêche de voir ce qui est en fait le plus important pour notre bien-être dans nos sociétés, etc. Et la décroissance invite à réévaluer le rôle joué par l'économie dans nos sociétés, remettre l'économie à sa place, notamment à travers nos réflexions sur l'annulation des dettes publiques. Et je dirais qu'au-delà de ce type d'outils concrets, c'est surtout d'un point de vue culturel. Comment on peut changer de lunettes ou de marteau, passer d'un marteau à une caisse à outils, parce qu'une caisse à outils, on peut avoir différents types d'outils qui peuvent être utiles pour différents types de problèmes, dont de repenser le monde de manière beaucoup plus large, beaucoup plus complexe, etc. Un troisième penseur qui nous a beaucoup influencé, mais une fois de plus, je pourrais en citer des dizaines et des dizaines et des dizaines, c'est sur les questions de démocratie, et je pense notamment à Cornelius Castoriadis, avec son concept ou ses réflexions autour de l'autonomie, ou comment créer des sociétés démocratiques. C'est en fait créer des dynamiques sociales où chaque citoyenne, chaque citoyen se réapproprie et s'auto-institue ses propres règles. Comment passer d'une société hétéronome, aujourd'hui c'est des entités extérieures, historiquement des élites, etc., qui définissent les lois qui régissent nos sociétés, à une société autonome, et c'est ce que nous expérimentons à Budapest avec nos collectifs, qui s'auto-instituent individuellement, collectivement et politiquement leurs propres règles. Et Castoriadis, pour un peu résumer tout ça, en citant Aristote, disait « Une démocratie, c'est une société où chaque citoyenne, chaque citoyen est capable d'être dirigeant et d'être dirigé. » C'est-à-dire qu'on a mis en place des dynamiques d'organisation de la société, des institutions, des outils, etc., qui permettent d'avoir une prise démocratique dessus. Enfin, autour de nos réflexions sur la démocratie, mais j'aurais pu, en citant cet auteur, j'aurais pu parler... tant les choses sont transversales et se recoupent et convergent, j'aurais pu parler de la critique du développement ou du technoscientisme, c'est Ivan Illich qui nous invitait à réévaluer, à repenser nos outils, nos technologies, nos institutions, à travers notamment son livre qui a été très mal traduit en français, mais qui en anglais s'appelle « Les outils de la convivialité », et qui nous interpelle sur le fait que lorsqu'on met en place une nouvelle institution, qu'on commence à utiliser une nouvelle technologie, de nouvelles techniques, des outils, etc., très vite, on atteint des seuils de contre-productivité. Et pour représenter un peu les réflexions d'Ivan Illich autour de ça, il y a un très bel exemple qui est assez marquant, c'est dans les années 70, quand il fait une étude sur la vitesse moyenne de l'automobile aux États-Unis, en prenant en compte aussi le temps que l'on passe à travailler pour financer sa bagnole, pour financer l'infrastructure qui va avec, etc. Et il trouve un résultat autour de 5-6 km/h, qui est grosso modo la vitesse de la marche à pied. Donc je travaille pour payer ma bagnole, j'ai besoin d'une bagnole pour travailler, etc. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut brûler toutes les voitures, mais ce qui veut dire qu'on peut peut-être avoir une réappropriation de l'usage de ce type de technologie. Et on peut faire la même chose sur un grand nombre d'institutions. Illich aussi nous interpellait sur l'école, schooling, je ne sais pas comment on dit en français, je crois que c'était l'école en français, la traduction du livre. Et il nous interpellait aussi sur la question de la santé, où on peut se rappeler par exemple... Société sans école. Société sans école, merci. Et sur la question de la santé, aujourd'hui on voit l'aberration de notre système de santé, où on a à la fois tout un système qui est là pour nous rendre malades, et puis un système toujours plus technique pour soigner des maladies qu'on a créées, et qui sont les conséquences de la fabrication de toutes ces techniques, etc. Donc là aussi, ça nous invite
à prendre les choses à la racine et à nous réapproprier, donc la démocratie, à nous réapproprier le sens que l'on souhaite donner à nos vies et quelque part à nous réapproprier ces trois questions qui nous semblent fondamentales dans le cadre d'un projet de décroissance qui sont qu'est-ce qu'on produit, comment, pour quel usage. J'en arrive à la troisième partie la troisième définition de la décroissance comme nouveau mouvement citoyen ou mouvement politique. Moi je parle plutôt c'est un réseau de personnes, de collectifs, de mouvements, de groupes, avec des gens qui sont un pied dans le système, un pied à l'extérieur du système, plus ou moins dedans, plus ou moins à l'extérieur, des gens qui peuvent être dans des partis politiques, des gens qui peuvent être dans des alternatives concrètes où on expérimente des modes de vie sans argent. Donc il y a vraiment toute une diversité, on parle des 3 niveaux politiques, on pourrait même parler des 4 niveaux politiques de la décroissance. Le premier c'est individuel à travers la simplicité volontaire, ou comment, quand c'est possible, et je dis bien quand c'est possible, parce que je crois qu'on vit dans des sociétés où tout le monde n'a pas cette chance de vraiment pouvoir faire des pas de côté. Je pense notamment au problème de l'emprunt, on s'engage dans la vie avec un emprunt, et après c'est difficile de faire le pas de côté, de sortir de son boulot, etc. Après il y a des barrages et des barrières aussi culturelles, manque de temps, manque de courage pour vraiment s'extirper de la société, etc. Donc la simplicité volontaire, c'est se réapproprier, quand c'est possible, son temps, son travail, si possible travailler moins pour vivre mieux, pour se réapproprier des activités qui ont du sens, et puis se réapproprier aussi ses consommations. Consommer moins mais mieux, consommer différemment, et se réapproprier ses productions. C'est par exemple prendre son vélo et balancer sa bagnole, c'est par exemple se libérer des écrans, c'est par exemple manger moins de viande et se nourrir de manière bio et locale. Donc il y a plein de possibilités, plein de chemins pour commencer à faire des petits pas au niveau individuel. Le deuxième niveau, qui est lié au premier niveau, c'est le niveau collectif. C'est toutes ces initiatives que l'on peut observer partout à travers le monde avec des dynamiques extrêmement intéressantes aujourd'hui, même si elles restent très minoritaires. C'est ce que présente toute une pléthore de films documentaires ou de livres ces dernières années. Je pense à 1 million de révolutions tranquilles, le film Demain qui a été très médiatisé, puis d'autres films comme par exemple L'urgence de ralentir, donc qui présente toutes ces dynamiques locales où des gens localement se rencontrent plus ou moins en marge du système dominant, s'auto-organisent pour se réapproprier leur production, les outils qui vont avec, voire même inventer de nouvelles manières de produire, etc. Se réapproprier leurs échanges avec de nouveaux modèles économiques, de nouveaux systèmes d'échange, etc. Et se réapproprier aussi leur bien-être et le vivre ensemble, avec de nouvelles pratiques de la démocratie, de l'écoute, de la communication non violente, et ainsi de suite. Donc pour en citer quelques-unes, on peut parler de jardins communautaires, on peut parler du mouvement permaculture, agroécologie, agroforesterie, on peut parler des AMAP, on peut parler du faire soi-même et du faire ensemble, do it yourself, do it together. On peut parler du low-tech, on peut parler des monnaies locales, des systèmes d'échange locaux, etc., etc. Donc il y a vraiment, et c'est quelque chose d'extrêmement intéressant autour de cette diversité et de cette dynamique, c'est qu'il y a vraiment énormément de créativité. Moi je dis souvent, il n'y a pas 2 projets similaires. Elles sont vraiment portées par des collectifs, par des personnes. Et on est là dans une dynamique en rupture par rapport au système dominant, puisqu'on se réapproprie la diversité. Le troisième niveau, c'est la visibilité. C'est ce que je suis en train de faire ce soir, c'est être présent dans les débats de société. On le fait aussi à travers, on en parlait avant, on avait créé un mouvement, c'était plutôt un collectif qui s'appelait Parti pour la décroissance, occuper l'espace politique offert le temps d'une élection pour débattre, amener des débats dans la société, dans les partis et mouvements politiques, et aussi questionner notre système politique, limité à son outil représentatif, c'est-à-dire les élections et son système de partis, qui, de notre point de vue, pose énormément de problèmes. Et puis, c'est aussi faire des flash mobs, des actions de désobéissance civile non violentes, organiser des événements publics, réfléchir à... Et je crois que c'est vraiment animé par toute une réflexion sur comment, j'ai entendu le mot éducation populaire, et ça me fait beaucoup plaisir, on s'inscrit aussi dans ces réflexions autour de l'éducation populaire, c'est comment recréer du lien et créer des débats dans la société. Et on est beaucoup animé par pas mal de réflexions sur la communication non violente, et aussi sur le fait qu'on n'est pas là pour convaincre les gens, parce que dans convaincre, il y a con et vaincre, mais au contraire, on pense que, d'une part, on n'arrive jamais vraiment à convaincre qui que ce soit, par contre, on pense qu'on a des expériences, des expérimentations et des questions
qui nous paraissent être pertinents dans le contexte dans lequel on est. Donc on essaye de susciter du débat et d'inviter nos interlocutrices et interlocuteurs à s'approprier les questions qui nous sont pertinentes. Ou pas. La vie étant des fois plus compliquée qu'on ne le pense. La décroissance aussi, autour de toutes ces dynamiques, c'est un projet, je l'ai évoqué rapidement dans la deuxième partie, sur toutes ces réflexions sur comment se réapproprier le sens qu'on se donne à nos vies. J'en parlerai un peu plus dans le deuxième temps. Et c'est aussi animé par une stratégie qu'on appelle une stratégie de masse critique, de transformation culturelle en profondeur de la société, de manière décentralisée, de manière relocalisée, mais ouverte, etc. Et toute une réflexion sur comment changer la société sans prendre le pouvoir, ni le donner. Sans prendre le pouvoir, parce qu'on est convaincu, on a fait l'expérience déjà à l'intérieur de nos propres petits réseaux, que lorsqu'on commence à rentrer en dynamique de pouvoir, et qu'on prend le pouvoir très vite, on est pris par le pouvoir rend fou, le pouvoir perverti, etc. Ni le donner, parce qu'on se rend bien compte aussi que si on le laisse dans les mains de l'oligarchie ou de Trump, on risque d'aller encore plus vite vers des murs qui nous attendent. Donc il faut trouver cet équilibre pour créer des masses critiques, pour une transformation de la société qui part en bas, et qui est suffisamment connectée et suffisamment forte et reliée aussi à d'autres mouvements politiques, d'autres mouvements de résistance, d'autres mouvements citoyens, pour faire pression sur les pouvoirs décisionnels, contre les lobbies, contre l'oligarchie, contre un certain nombre de forces de la société, pour petit à petit transformer la société, étape, par résistance. Et c'est en faisant que l'on construit, et c'est en construisant que l'on fait. La décroissance est internationalisée depuis au moins 2008. Au départ, c'est né en France et ça s'est d'abord étendu dans les pays latins. C'est une pensée qui, je crois, est très latine dans sa construction philosophique, dans sa construction politique. Donc ça a été d'abord traduit en différentes langues latines, en espagnol, en catalan, en italien, etc. Et puis ça s'est aussi ouvert au monde anglo-saxon, avec au départ pas mal d'incompréhension. Donc on a organisé une première conférence internationale en anglais à Paris en 2008 et qui a été suivie d'autres rencontres, la deuxième à Barcelone, après il y a eu Venise, Montréal, puis Leipzig en Allemagne, et l'année dernière j'ai participé à l'organisation de la 5e conférence internationale à Budapest. Et ce qui est extrêmement intéressant dans ces rencontres, c'est pas tant d'avoir un rendez-vous d'un parti politique où tout le monde est sous la même bannière, le même drapeau, le même slogan, etc. et qui se retrouvent, mais au contraire, c'est de créer des discussions entre différentes parties du monde, différentes approches, différents contextes, différentes cultures, qui font face aux mêmes problématiques que celles qu'on avait identifiées, qu'on a construites autour de la décroissance d'abord en France et dans les pays latins, et de créer du débat parce que ça crée des complémentarités. Juste 3 exemples pour être rapide. Le premier, c'est quand la décroissance rencontre les villes en transition qui viennent du monde anglo-saxon, qui arrivent avec une approche très pragmatique, qui nous explique qu'on fait face au changement climatique, on fait face au pic de pétrole. Il faut s'organiser localement dans sa ville, dans son territoire, dans son quartier, etc. et mettre en place des dynamiques pour tendre vers des formes de résilience. Il trouve que les décroissants, au départ, c'est très français, ça blablate, on aime bien débattre, on aime bien aller dans les grandes théories, aller dans les grandes réflexions sur le rapport au pouvoir et ce genre de choses, etc. Et puis à un moment donné, nos amis anglo-saxons aussi nous apprennent une forme de pragmatisme, parce que pendant qu'on débat, on ne fait pas grand-chose sur le terrain, donc ils nous apportent une méthodologie qui, pour être honnête, ne fonctionne pas très bien avec notre manière de fonctionner, etc., mais qui nous interpelle, qui nous questionne, et puis on lance aussi des initiatives en transition, donc ça, des débats se font, et puis quelques années plus tard aussi, les mouvements des villes en transition grandit, et puis se heurtent à la question du pouvoir. Ils arrivent dans une ville où ils ont des belles initiatives villes en transition, les élections arrivent, où il y a un problème par rapport à la municipalité, comment on se positionne par rapport à ça? Et là, les réflexions qu'on a sur la décroissance sont utiles, du moins je l'espère, pour nos amis anglo-saxons. Une autre rencontre qui a beaucoup inspiré les mouvements de la décroissance, les réseaux de la décroissance, c'est la rencontre avec les mouvements anti-développement ou post-développementistes inspirés par Gandhi venus d'Inde, qui nous apprennent comment mettre en place des dynamiques non violentes, comment instaurer du dialogue, etc. Là où en France, le journal de la décroissance reste un modèle, je dirais, de ce type de pratique tout à fait française et polémiste, on a peut-être besoin. Quand on arrive face à quelqu'un pour lui dire « écoute, t'es un peu un connard »,
ça aide pas généralement pour créer du débat serein, non violent et initier des discussions, etc. Donc à travers la non-violence, ça nous invite aussi à nous poser la question du dialogue, sans pour autant être naïf. Quelles sont les limites, jusqu'où on peut aller dialoguer, et comment on peut transformer la société par des pas de côté et le dialogue. Une autre rencontre qui est extrêmement intéressante, on a beaucoup débattu le week-end dernier avec Latouche et d'autres collègues décroissants, c'est la question de la spiritualité. Donc on est dans une société, moi le premier qui a grandi et qui est très attaché aux valeurs de la laïcité, et qui construit des pensées politiques sur une approche très rationnelle. Et comme je le disais tout à l'heure, on a beau avoir raison en politique, mais c'est loin d'être suffisant. On a beau avoir raison sur le pic de pétrole, qui est un truc qui est très bien documenté, ou le changement climatique, c'est très très loin d'être suffisant pour convaincre les autres. Donc comment avoir aussi d'autres approches, avoir des réflexions par rapport aux questions spirituelles. Et là, on rencontre nos amis qui viennent plutôt de mouvements autochtones d'Amérique latine, mouvements post-extractivistes, autour de la pensée qu'on résume autour du buen vivir, le bien vivre, et qui nous interpellent sur une autre approche spirituelle par rapport aux dominations des uns sur les autres, et par rapport à notre rapport à la nature, de rompre, de repenser notre rapport à la nature, surtout après Descartes, etc. Donc c'est juste quelques exemples de discussions qu'on essaye de mettre en place à travers les conférences internationales de la décroissance. Et en 2018, il y aura 3 grandes rencontres qui s'inscrivent dans ces dynamiques-là. Une à Mexico City sur le dialogue Nord-Sud, autour des questions de développement notamment. Une à Malmö qui sera la 6e conférence internationale avec une approche, une réflexion assez forte sur la déconstruction du mythe du modèle de réussite scandinave, parce qu'il y a beaucoup de questions à se poser par rapport à ça. Et puis une 3e rencontre plus politique au Parlement européen. On vient d'avoir l'autorisation de la part du président du Parlement européen qui peut-être ouvrira ce grand débat. Donc ça s'inscrit dans une dynamique d'occuper différents terrains et de faire le lien avec différents mouvements pour créer du dialogue, des discussions, des débats et des convergences. J'en arrive à la 2e partie de ma présentation, après avoir brièvement présenté ce que c'était que la décroissance, un slogan provocateur qui nous invite à décoloniser notre imaginaire, une pensée multidimensionnelle qui nous invite à relier les différents problèmes pour se réapproprier le sens que l'on souhaite donner à nos vies, et puis un mouvement hétérogène, horizontal, organisé autour de réseaux avec différents types d'activités qui aujourd'hui essaient de créer du débat un peu partout à travers le monde. Alors un projet de décroissance. En 2009 en particulier, on a eu cette bonne idée de participer aux élections européennes. Donc au départ c'était lancé par Paul Ariès, que vous connaissez peut-être, Vincent Chenet, Rémi Cardinal et moi. On a cette idée de lancer un appel sur Internet, allez on va aux européennes, etc. Donc on lance un appel sur Internet qui connaît très vite un vif succès. Donc on est un peu ennuyé parce que du coup on a pas mal de personnes qui nous rejoignent, etc. Et puis on se rend compte que on est des champions du monde de la déconstruction et de la critique de tout. On n'a pas grand-chose à proposer. Donc on s'arrête et puis on met en place différentes discussions sur différents niveaux, différents débats et ainsi de suite. Et on arrive très vite à une première conclusion, c'est que en fait la transition elle est déjà en marche. Transition vers des sociétés, cet horizon souhaitable qu'on appelle la décroissance est déjà en marche à travers ce qu'on pratique au quotidien, à travers les débats qu'on lance dans la société, à travers les alternatives concrètes et ainsi de suite. On fait un deuxième pas dans nos réflexions et puis on se regarde un peu comme ce soir et puis on se rend compte qu'on n'est pas spécialement vraiment représentatif de l'ensemble de la société. Donc on se pose la question de où est le problème, parce qu'objectivement on prend beaucoup de problèmes beaucoup de plaisir dans nos AMAP, on prend beaucoup de plaisir à reprendre son vélo puis à être cool, à prendre une année sabbatique, etc. Où sont les blocages? Pourquoi est-ce que tout le monde n'a pas cette chance de faire ses pas de côté, de se réapproprier le sens qu'il souhaite donner à sa vie? Et là, on s'arrête, entre autres, sur quelque chose qui nous semble extrêmement prégnant dans notre société de croissance, qui est dominée par des peurs. Différentes peurs qui sont déconstruction ou qui sont exagérées, entretenues, la peur du réfugié, la peur de l'autre, la peur de l'étranger, la peur du plombier polonais. Il y a plein de peurs qui sont construites et on a un système médiatique autour du spectacle qui crée des situations extrêmement anxiogènes. Mais surtout, c'est dominé par la peur du lendemain avec un système économique qui crée énormément d'insécurité, d'instabilité et ainsi de suite. Donc on ouvre des débats, des réflexions sur comment repolitiser la société et resocialiser la politique à travers la mise en place ou la réappropriation de dynamiques sereines. Là aussi, je ne vais pas refaire un peu l'histoire des civilisations, mais quand on fait l'histoire des civilisations, on se rend compte qu'on est la seule société
qui allait aussi loin dans la création de stress et d'insécurité, là où toutes les sociétés, quand on prend le temps de regarder, toutes les traditions étaient organisées autour du fait qu'on permettait aux générations futures d'être sereines, de créer des stabilités, et ainsi de suite. Donc on se pose des questions et puis on s'intéresse à différents types d'outils économiques et sociaux. On n'invente pas grand-chose, c'est des choses qui ont déjà été mises en place ou qui sont en place, qui ont été expérimentées dans différentes périodes au cours de l'histoire, à différents endroits, avec des conséquences tout à fait intéressantes. Donc je pense d'abord au revenu de base inconditionnel. On s'intéresse au débat autour du revenu de base inconditionnel, en étant très critique, parce qu'on n'est pas dupe par rapport à la complexité ou la diversité des approches et des propositions qu'il y a autour du revenu de base inconditionnel. Donc on trouve que c'est un outil intéressant pour deux raisons. La première, c'est qu'il invite à repenser notre rapport au temps, au travail, en découplant le travail des conditions de survie. Et la deuxième raison, c'est que c'est un outil qui techniquement est facile à mettre en place. En parallèle du revenu de base inconditionnel, on le lie à nos réflexions sur la mise en place de systèmes d'échanges locaux, de modèles économiques locaux non spéculatifs, notamment les monnaies locales, les banques de temps et ainsi de suite. Et bien non spéculatif, une monnaie locale, moi je trouve qu'elle fonctionne bien quand elle a une durée limitée dans le temps. Avoir une valeur qui baisse dans le temps, c'est-à-dire que ça doit être un outil d'échange. Et au-delà d'être un outil technique, c'est avant tout quelque chose qui permet de remettre nos imaginaires dans le local, de recréer du lien, faire rencontrer ces gens, de se reposer la question de qu'est-ce qu'on produit, d'où est-ce que ça vient, qu'est-ce qu'on consomme, qui l'a produit, comment, et ainsi de suite. Et puis on s'intéresse aussi à quelque chose qui a été beaucoup porté par Paul Ariès, qui a fait la préface de notre livre, à la question des gratuités. Pourquoi payer le même prix, le litre d'eau, que l'on consomme pour boire, pour faire la cuisine, pour se laver, ou le litre d'eau pour laver son 4x4, arroser un golf ou remplir sa piscine individuelle. Donc des réflexions sur le bon usage et le mésusage. Pourquoi payer le même prix pour un bon usage ou un mésusage? Donc gratuité, quasi-gratuité du bon usage, renchérissement du mésusage, qui est quelque chose qui existe déjà, et on se rend compte que dans notre société, il y a encore énormément de choses qui sont des services publics, qui sont des gratuités construites socialement et qu'il faut continuer à défendre, etc. Et nous, on est pour l'extension de ces gratuités construites socialement pour des choses qui sont à bon usage ou qui ont du sens pour la société. Notre troisième réflexion qui nous anime, après la transformation de la société qui est déjà en cours, des outils qui permettent de repolitiser la société, resocialiser la politique, créer du lien, des sentiments de sécurité, se réinscrire dans des territoires et ainsi de suite. Troisième réflexion qui nous anime, c'est les inégalités. On était en 2009, on n'avait pas encore atteint les niveaux d'inégalité totalement invraisemblables. Et là, je vous invite à lire année après année, ces 5 dernières années, les études faites par l'association Oxfam, et comment ça augmente de manière exponentielle. Donc là aussi, on n'invente pas grand-chose, on s'intéresse un peu à l'histoire, et puis on rouvre des débats autour du revenu maximum acceptable, où nous on dit un rapport de 1 à 4, ça nous paraît quelque chose de tout à fait pertinent à mettre en place à terme. Donc on propose la mise en place d'un revenu maximum acceptable. C'est quelque chose qui en fait a existé à plusieurs reprises dans beaucoup de sociétés, notamment aux États-Unis jusque dans les années 70, alors qu'on aurait une image différente des États-Unis. Et puis au-delà du revenu maximum acceptable, ce qui nous intéresse, c'est d'une part une réflexion sur le fait que le mode de vie des plus riches n'est pas soutenable, il n'est pas généralisable. Donc pour des questions de justice sociale et environnementale, il faut se donner des limites. Mais je dirais que c'est surtout pour des raisons symboliques. D'une part, il faut sortir de ces dynamiques de rivalité ostentatoire qui sont martelées au quotidien par les médias dominants. Quand on allume sa télévision aujourd'hui, pas que dans les pubs, on nous vend toujours le mode de vie des plus riches comme étant la condition incontournable pour être heureux dans la vie. Exactement, c'est l'horizon à atteindre et ainsi de suite. Qui plus est, il se trouve que l'être humain, au-delà d'être un animal rationnel, est aussi un animal qui se compare à son voisin, c'est un animal social. Donc dans notre société, l'animal social auquel on se compare, c'est là aussi les plus riches, ça colonise les imaginaires, ça frustre. Et puis qui plus est, à travers la publicité, on se rend compte à quel point ils utilisent les connaissances les plus abouties sur les neurosciences et encore plus sur la psychologie sociale pour
nous manipuler, nous faire désirer des choses dont on n'a pas vraiment besoin, notamment à travers de l'infantilisation, à travers la création de frustration. Donc, enfin, le dernier point, on se rend compte aussi, notamment, je pense à différentes études, mais à celle liée au paradoxe d'Esterlin, c'est qu'arriver à un certain niveau de sécurité matérielle dans une société, ce qui est le plus déterminant par rapport au bien-être subjectif, c'est pas tant le fait de continuer à croître pour croître, consommer toujours plus, produire toujours plus, etc. Mais c'est lié aux inégalités. Les inégalités créent des frustrations, créent des violences et ainsi de suite. Donc pour toutes ces raisons symboliques et sociales, on s'intéresse au revenu maximum acceptable et aussi pour des raisons de justice environnementale et sociale. Et puis en parallèle de ça, on a des réflexions sur tout ce qui est produit et qui est soit destructif, soit contre-productif, soit inutile. Alors là, la liste pourrait être extrêmement longue. Juste quelques exemples. Premier budget mondial autour de 1600-1700 milliards de dollars, l'armement. Deuxième budget mondial, la publicité. J'en parlais juste avant, autour de 700-800. Moi, j'avais un débat le week-end dernier avec Ariès, mais c'est des ordres de grandeur, on va dire entre 700 et 1000 milliards de dollars, et ainsi de suite. On pourrait parler des gadgets, on pourrait parler de l'obsolescence programmée, on pourrait parler des emballages. Une grande partie des emballages qu'on utilise sont en fait inutiles, mais deviennent extrêmement utiles par rapport à l'organisation de notre production alimentaire et du partage de la nourriture, etc. On pourrait gâcher, vu qu'on parle de nourriture, d'un tiers de la nourriture qui est gâchée dans le monde. Donc il y a plein de choses sur lesquelles on peut remettre en question, et puis bien sûr les grands projets inutiles à imposer, qui sont totalement absurdes. Donc on invite à avoir une réflexion sur où est-ce qu'on met notre énergie, notre temps de travail, notre créativité, notre intelligence. Si je prends par exemple les gens qui bossent dans la publicité, ils font preuve d'une créativité tout à fait formidable, qui est malheureusement utilisée pour nous rendre malheureux, alors qu'elle devrait être utilisée pour faire de l'éducation populaire par exemple, ou faire d'autres choses qui peuvent être tout à fait plus souhaitables. Le dernier point qui nous intéresse dans nos réflexions autour d'un projet de décroissance, on est en 2009, on est juste après ce qu'on a appelé la crise des subprimes, la crise de 2008, etc. Et puis c'est la période où d'un seul coup, tous les journalistes, tous les économistes nous parlent des dettes publiques, au nom desquelles il faudrait casser l'éducation, la santé, les solidarités, et ainsi de suite. Il faudrait faire preuve de rationalité, de réalisme, de responsabilité. Donc on a pu vivre en Hongrie les conséquences dramatiques des plans d'austérité à cette période-là, on l'a vu en Grèce, on l'a vu dans beaucoup d'autres pays. Et puis on n'était pas non plus tout à fait naïf par rapport, ou débutant par rapport à cette question-là, on connaissait déjà bien les travaux du comité pour l'annulation de la dette du tiers-monde, qui aujourd'hui fait des travaux aussi tout à fait remarquables sur la dette écologique. Et on connaît donc un peu l'imposture de ces dettes, donc on fait tout un travail avec d'autres, en coopération. Je pense notamment à ATTAC, qui a été très pertinent sur ces questions-là, mais aussi le comité pour l'annulation de la dette du tiers-monde, sur qu'est-ce que c'est que ces dettes publiques. D'où est-ce qu'elles viennent, comment elles ont été construites, à qui elles appartiennent, si on ne les rembourse pas, qui gagne de l'argent, qui perd de l'argent, est-ce qu'elles sont légales, est-ce qu'elles sont légitimes, est-ce qu'elles sont éthiques. Très vite, quand on commence un peu à mettre le nez dedans, nous on n'a pas d'état d'âme, on se dit c'est tout à fait souhaitable de les annuler. D'une part, quand on reprend l'histoire des dettes, je vous renvoie à l'excellent livre de l'anthropologue états-unien David Graeber sur 5000 ans d'histoire de la dette, on se rend compte que les dettes n'ont jamais été remboursées, ne sont jamais faites pour être remboursées. Donc vu qu'elles ne seront jamais remboursées, de toute manière, vu les montants et qu'il n'y aura plus de croissance et qu'on ne veut plus de croissance, on ne les remboursera pas. Donc autant gagner du temps plutôt que de souffrir pendant des décennies ou des années, autant les annuler. Une fois qu'on a dit ça, on a tout dit, mais on n'a pas dit grand-chose. C'est plus un slogan qu'une mise en place. Mais on invite plus sérieusement à mettre en place des audits citoyens, démocratiques, de transparence sur d'où est-ce qu'elles viennent, quelle part est légitime à rembourser, quelle part ne l'est pas. Si on ne les rembourse pas, par exemple, c'est la question entre le système de retraite allemand qui est dépendant de la dette publique grecque. Donc on se fait la guerre depuis, c'est soit les retraités allemands, soit le peuple grec. Donc à un moment donné, on met ça sur la table, on est intelligent et on trouve des équilibres économiques pour sortir à la tête haute de cette impasse. Mais au-delà de nos réflexions sur la dette, c'est aussi toute la réflexion sur la réappropriation. Ou au-delà de la réappropriation, pour être plus précis, je dirais le réencastrement ou le réenchâssement ou la remise à sa place de l'économie. C'est-à-dire que l'économie, à un moment donné, quand on est face à un problème,
doit être un outil au service de la résolution du problème, et non pas quelque chose au nom duquel on ne peut pas résoudre le problème, comme je disais, qu'elle est publique. Donc la remise à sa place de l'économie, notamment sur on est beaucoup dans l'économie de réciprocité, on est beaucoup j'évoquais les gratuités, c'est-à-dire faire sortir de la logique marchande un certain nombre de choses qui nous paraissent être trop importantes ou sérieuses pour les laisser dans les mains de quelque chose d'aussi irrationnel qu'est l'économie. Toute une réflexion sur le système bancaire, sur la finance internationale, sur la spéculation. Donc quelque part trouver des leviers sur lesquels petit à petit on peut sortir de notre asservissement à ce système économique mondialisé qui appauvrit et rend toujours plus riche une oligarchie tout en créant des désastres. On a mis un peu tout ça ensemble dans un panier, on a mélangé un peu le tout, on a débattu, on a réfléchi, et on est arrivé à une proposition centrale qu'on appelle la dotation inconditionnelle d'autonomie, qui consisterait à donner de la naissance à la mort de manière inconditionnelle, c'est-à-dire non conditionner une activité ou un travail, un emploi, etc. De donner donc de la naissance à la mort ce que l'on considère comme étant suffisant pour avoir une vie décente. Et ça présente cet intérêt de nous interpeller sur le sens de qu'est-ce qu'on produit, comment et pour quel usage. Je dirais l'enjeu de ces réflexions autour de la dotation inconditionnelle d'autonomie n'est pas tant une mise en place technique que la mise en place de dynamiques de délibération citoyenne sur ce questionnement-là pour se réapproprier le sens de nos productions, de nos échanges et comment on prend des décisions de manière démocratique. Alors on pourrait mettre dedans, dans cette dotation inconditionnelle d'autonomie, systématiquement couplée à un revenu maximum acceptable, on pourrait mettre dedans un certain nombre de choses. Une partie, si possible, limitée, pourrait être donnée en monnaie nationale, ou aujourd'hui monnaie supranationale, puisque aujourd'hui on est avec l'euro. Et ce qui nous intéresse le plus, c'est le développement d'autres formes, à travers des monnaies locales. Avec ces monnaies locales, on peut avoir des choses comme un certain nombre de services, un certain nombre de choses produites localement, je pense notamment à la nourriture, ce qui serait idéal, et puis aussi des droits d'accès et des droits de tirage. Droit d'accès à des services publics et droit de tirage à un certain nombre de ressources. Avec là aussi, l'enjeu, c'est pas de dire bah, c'est cool, t'as ce truc-là gratuit, etc. L'enjeu, c'est de réévaluer, de se réapproprier le questionnement de quel service public, organiser comment, etc. J'évoquais tout à l'heure, de manière assez rapide, la santé, et je vais juste parler, parce que je crois que je suis un peu long, je vais juste parler de la santé comme exemple. Si le but, c'est de donner la santé gratuite pour toutes et tous, et d'avoir une santé comme on l'a aujourd'hui, dans une société qui crée énormément de maladies, etc. Je pense notamment au stress, je pense notamment au smog l'hiver, à la pollution chimique, aux pesticides sur les légumes, etc. Et qui plus est là pour enrichir un certain business extrêmement technique et autres, je dirais que ça n'a pas de sens. L'enjeu de se réapproprier la santé, c'est de se reposer la question de ce que disait Hippocrate, ton médicament sera ta nourriture. De penser d'abord à des modes de vie qui ne créent pas de maladies, qui ne créent pas d'accidents, etc. Et je dirais, on a déjà éliminé une grande partie des problèmes et on peut se concentrer sur les solutions. Un autre exemple, on me disait il y a quelque temps, quand j'ai discuté avec un ami qui a de hautes fonctions au ministère de la Santé, j'avais des ordres de grandeur assez similaires en tête, mais moins terrifiants que ce qu'il m'a dit, que 50% des médicaments remboursés aujourd'hui en France sont, dans le meilleur des cas, des placebos. Ils sont, pour certains d'entre eux, plutôt toxiques, etc. Un autre chiffre qui nous interpelle et qui nous invite à se poser une question fondamentale et qui est au centre des réflexions de la décroissance, c'est que plus de 50% du budget alloué à chaque personne en France au niveau de la sécurité, au niveau de la santé, pardon, c'est sur la dernière année de vie. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut tous mourir un an plus tard, mais ça veut dire qu'il y a peut-être une réflexion à avoir sur comment la mort est remise au cœur de nos sociétés, parce que je crois que si on vit dans le déni de la mort, on rejette la mort loin, etc., on est dans le déni de la vie. Donc comment repenser la place de la mort dans nos sociétés, la place de la maladie, et ainsi de suite. Non pas pour avoir une réponse unique, mais interpeller. Et sortir de ce déni qui aujourd'hui nous amène dans un système de santé qui dysfonctionne tout à fait, où quand un gamin a un accident, on n'a pas assez de médecins à s'occuper de lui, parce qu'à côté, les médecins font de l'acharnement thérapeutique et enrichissent des laboratoires pharmaceutiques, et ainsi de suite. Donc je caricature bien sûr, mais c'est le rôle de la décroissance de caricaturer et d'être provoqué pour nous inviter à nous poser des questions. Donc dotation inconditionnelle d'autonomie, couplée à un revenu maximum acceptable, avec différents niveaux, différents droits d'accès, de tirage et monnaie locale, et ainsi de suite. Donc vous vous rendez bien compte qu'on est très très loin de cette situation peut-être idéale, je ne suis même pas sûr qu'elle serait idéale, donc on est très très loin de la mise en place technique
même culturelle, d'un tel outil. Donc j'en arrive à la dernière partie de ma présentation, sur différents niveaux et dynamiques de mise en place. Je reviens à ce que j'ai déjà évoqué 2 fois. La transition est déjà en marche. Donc on pourrait imaginer sur un temps plus long, à la base de transformation sociétale, culturelle, les gens autour des alternatives concrètes déjà en place, la simplicité volontaire, des débats qui s'ouvrent, des bouquins qui sont publiés, des colloques, des discussions comme aujourd'hui. Petit à petit, on assiste à une transformation de la société qui devient suffisamment forte, et puis en fait la DIA se met en place d'elle-même, et ainsi de suite. Ça me paraît peu vraisemblable pour au moins 2 raisons. La première, c'est que d'une part, on n'a pas le temps, et que la deuxième, c'est que ces alternatives locales, concrètes et ainsi de suite, elles fonctionnent très bien tant qu'elles restent suffisamment petites pour ne pas remettre en cause les intérêts. Donc on a pu le voir de manière assez spectaculaire, je crois que c'est jusqu'à présent le point le plus spectaculaire par rapport aux semences, à la question de la réutilisation de semences, qui plus est traditionnelles, etc. On a pu voir comment, en fait, notre système économique n'aime pas trop les choses qui sont vraiment gratuites. Donc on peut être autonome autour de ça. Et vraisemblablement, il risque d'arriver de plus en plus la même chose. On le voit avec l'économie sociale et solidaire qui devient un argument marketing et de plus en plus récupéré par des grands investisseurs pour se redorer le blason, etc. Donc là, il y a vraiment une question à se poser aussi sur le risque de réappropriation de ces alternatives par le système. Et puis donc les blocages. Et c'est pourquoi il faut les mettre en réseau, il faut susciter toujours plus de débats, un débat radical, où quand on se lance dans ce type d'alternatives concrètes, on fait des choix et on est face à des contradictions. Je dirais que ce n'est pas un problème, la vie est faite de contradictions. C'est un problème si on n'est pas conscient de ces contradictions et si on n'essaye pas d'y travailler pour se libérer de ces contradictions. Et aussi de mettre en place un certain nombre de dynamiques sociétales, de mise en réseau entre différents acteurs, militants politiques, partis politiques, mouvements politiques, ONG, citoyennes et citoyens, des gens qui pratiquent, des gens qui sont plus dans le combat, etc. Créer des dynamiques pour tendre vers des masses critiques, pour tendre vers des rapports de force qui permettent de faire pression sur les pouvoirs décisionnels contre d'autres intérêts économiques, contre les lobbies, contre l'oligarchie, et ainsi de suite. Pour, non pas prendre le pouvoir, comme je disais, mais petit à petit se réapproprier les lois, l'accès aux communs, les distributions, les redistributions, et permettre une extension, une accélération de cette extension de la transformation de la société. Une deuxième étape, partant de ces dynamiques telles qu'elles sont aujourd'hui, qui nous semble pertinente et qui, à mon grand regret, a été très peu présente au cours de ces élections, était plus présente dans les débats il y a quelques années, qui est la logique de travailler moins pour travailler tous, et surtout travailler moins pour vivre mieux. Alors peut-être, nous, on n'aime pas trop les approches technocratiques, et c'est une des critiques qu'on pourrait faire sur la mise en place des 35 heures, qui ont eu beaucoup de bienfaits pour une certaine partie de la population, mais qui ont créé des problèmes chez une autre partie de la population. Problèmes réels ou ressentis. Donc c'est pas par hasard que M. Sarkozy a été élu sur le slogan « Travailler plus pour gagner plus », juste après. Donc il y a peut-être des réflexions à avoir, ou quand on explique d'un côté aux gens que travailler moins, c'est mieux pour votre bien-être, et puis qu'un autre côté, ils regardent la télé ou les publicités en longueur de journée, on vous dit pour votre bien-être, il faut consommer plus. Donc là, il y a un peu quelques problèmes. Donc il faut se poser la question sur quelle mise en place décentralisée, quel accompagnement de cette mise en place. Donc travailler moins pour travailler mieux. Donc nous, on aime bien toutes les approches qui sont plutôt décentralisées, incitatives, sur la base du choix. Donc, par exemple, un droit opposable au congé sabbatique, un droit opposable au temps partiel, qui permettrait, je me rappelle il y a quelques années quand j'avais un poste de cadre dans une grande entreprise française à Paris et que je voulais travailler moins, la réponse était très claire. C'était soit tu démissionnes, soit tu continues à bosser 50 à 60 heures par semaine. Donc on pourrait penser que, j'étais ingénieur à ce moment-là, je prends cet exemple, on met en place donc un droit opposable au temps partiel, et puis en parallèle on met en place des plateformes de rencontres où des personnes à compétences égales, à expérience égale, peuvent partager sur une année des projets, des tâches, et se libérer du temps. Donc ça permet de se libérer du temps, ça permet de sortir de cette situation où il y a des gens qui souffrent énormément aujourd'hui au travail. Quand on voit les statistiques sur la souffrance au travail, il y a des choses extrêmement inquiétantes. Et puis, pendant que d'autres n'ont pas de boulot, de trouver des équilibres et de faire une première étape pour se réapproprier du temps libre et avec ce temps libre, s'inscrire dans la transformation de la société. Une troisième étape qui nous paraît tout à fait intéressante,
pour une simple et bonne raison, c'est qu'elle est techniquement très simple, beaucoup plus simple que tout notre système de solidarité tel qu'il existe aujourd'hui. Qui plus est, notre système de solidarité tel qu'il est extrêmement humiliant et stigmatise, soi-disant, les chômeurs, les feignants, les pauvres, et ainsi de suite. C'est la mise en place d'un revenu de base inconditionnel. Donc on pourrait imaginer la mise en place d'un revenu de base inconditionnel avec un montant suffisant pour vraiment avoir une vie décente, découplée de la contrainte d'avoir un emploi. Et toujours dans ces dynamiques, donc c'est quelque chose qui doit arriver dans un temps où on a déjà des dynamiques de transformation de la société et qui plus est des imaginaires suffisamment fortes. L'enjeu n'est pas de mettre en place un revenu de base inconditionnel et en même temps que qu'on fasse toujours plus d'obsolescence programmée, de publicité, et avec ce revenu de base inconditionnel, on consomme toujours plus. Enfin, l'enjeu, c'est de sortir de ces dynamiques-là. Donc on pourrait mettre en place un revenu de base inconditionnel, couplé à un revenu maximum acceptable, qui pourrait commencer avec un rapport de 1 à 400, et puis on se donne 10 ans, 20 ans pour tendre vers 1 à 4. Couplé à la remise en question des dettes publiques, ou voir comment on peut sortir de ce piège des dettes publiques, cette imposture pour des dettes publiques, avec une réforme du système bancaire, une réforme de la finance, donc pareil, toujours dans des temps assez longs, mise en place de taxation écologique, dans des temps assez longs qui permettent des transitions sereines, et l'instauration de débats, de pas de côté, et ainsi de suite. Et donc on pourrait penser qu'on donne 1 000 € de manière inconditionnelle par mois pour chaque personne dans une ville comme Paris, puisqu'on est là aujourd'hui. En parallèle, c'est mis en place la gratuité des premiers litres d'eau, c'est mis en place une monnaie locale avec un réseau de fermes urbaines, d'agroforesterie urbaine, une ceinture vivrière qui permet de se nourrir localement avec cette monnaie locale. Donc on n'aurait plus 1 000 €, mais 600 € de la monnaie locale pour se nourrir et les premiers litres d'eau pour boire. Et on pourrait avoir ainsi une sortie de l'économie, ou de cette économie si centrale dans laquelle on est, à travers des délibérations citoyennes, à travers une transformation décentralisée de la société, avec une dynamique qui part d'en bas, qui ensuite est suivie par des transformations institutionnelles qui viennent plutôt d'en haut sur des pressions sociales, etc. On pourrait avoir une transformation sociétale, étape par étape, sereine, de la société, pour tendre vers des sociétés soutenables, souhaitables, relocalisées, ouvertes, conviviales, autonomes, etc. etc. J'en arrive à la conclusion de ma présentation. Donc, comme je le dis souvent, c'est beaucoup plus facile de parler ce genre de choses dans des textes ou dans un livre que de le mettre en pratique. Donc, moi, j'ai la chance d'être dans mon quotidien. On essaye de s'auto-instituer une dotation inconditionnelle d'autonomie avec mes collègues à Budapest dans nos coopératives sociales. On expérimente différents types de choses, se réapproprier des outils, de production, des savoir-faire, des échanges, de l'éducation populaire. On a aussi des projets de recherche, donc on a plein de choses. Alors c'est extrêmement intéressant, il y a des dynamiques extrêmement intéressantes autour de ça. Je crois qu'on assiste à une transformation silencieuse de la société, relativement lente par rapport aux enjeux qui sont les autres, mais relativement très rapide par rapport à l'histoire des idées, des civilisations. Il y a vraiment une dynamique extrêmement forte. Enfin, je prends un exemple souvent, c'est qu'il y a encore quelques années, quand on disait qu'on était végétarien, on passait pour un farfelu, un peu spirituel, un peu fou, on nous regardait de travers, ça jetait un froid autour d'une table. Aujourd'hui, culturellement, dans beaucoup de milieux, ça a changé. On s'excuse de ne pas encore être végétarien. Et la même chose par rapport au vélo. Donc, et 5 ans ou 10 ans sur des transformations, sur des choses comme des habitudes alimentaires, c'est très 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 rapide. Donc c'est loin d'être suffisant, mais c'est très rapide. Moi, ça me rend plutôt optimiste quand je suis dans mes milieux décroissants, quand je visite des alternatives concrètes un peu partout en Europe, quand je regarde l'évolution des débats. Je crois qu'il y a eu au cours de cette présidentielle le pire, mais aussi des choses extrêmement intéressantes. Il y a eu des débats qui se sont ouverts de manière tout à fait pertinente quand les médias ont laissé un espace pour pouvoir débattre. On s'est rendu compte que lorsqu'on proposait du débat et du fond et des choses pertinentes, mais il y avait une partie non négligeable de nos populations qui étaient tout à fait intéressées par rapport à ce genre de choses. Mais on n'est encore pas prêt pour faire le pas de côté. Quand il s'agit d'aller voter, on vient en servitude volontaire, on a envie de courir pour aller voter pour Macron, et ainsi de suite. On préfère la sécurité. Et en parallèle, il y a des choses extrêmement inquiétantes. Il y a une oligarchie financière toujours plus puissante, toujours plus forte, toujours plus concentrée autour de quelques mains.
Il y a un imaginaire dominant qui, je crois, est de plus en plus déstabilisé, mais reste très puissant, qu'on pourra appeler le libéralisme, avec tout ce que ça peut englober, en particulier le libéralisme économique et l'économicisme, ce qui fait qu'aujourd'hui, je crois que l'élection de Macron, de ce point de vue-là, est tout à fait pertinent. On a élu un administrateur d'un système économique, et non pas un représentant d'une société démocratique, qui aura un mandat pour mettre en place des choses qu'on lui aurait demandé de mettre en place. Il y a des dynamiques extrêmement anxiogènes, extrêmement inquiétantes par rapport aux enjeux environnementaux, par rapport à la montée des violences dans notre société, la montée des inégalités, et ainsi de suite. Et je crois qu'on est face à donc deux mouvements qui s'opposent, avec un côté une civilisation qui est en train de s'effondrer, et en face un nouveau monde ou deux nouveaux mondes au pluriel qui essaient de se construire et qui ne sont pas totalement faits. Et moi, l'image que je prends un peu pour schématiser ce qu'on essaye de faire avec la décroissance et beaucoup d'autres personnes, mouvements qui ne se revendiquent pas nécessairement à la décroissance, et c'est tant mieux, c'est c'est un peu l'image de la toile d'araignée, où tout est en train de s'effondrer vers nous, et on construit une toile d'araignée en créant du réseau, en créant toujours plus de nœuds, plus d'expérimentation, du débat, la mise en relation de personnes, l'invention de nouveaux outils, etc. Et espérer que la toile d'araignée soit suffisamment bien construite au moment où ça va vraiment s'effondrer pour limiter les chocs. Et je dirais que l'enjeu de la décroissance, c'est de participer à travers le débat, le dialogue, les expérimentations, s'ouvrir l'esprit, se décoloniser l'imaginaire et ainsi de suite, avec d'autres, à minimiser les violences en cours et les violences qui vraisemblablement qui sont à venir risquent d'être terribles, mais en les minimisant, on peut espérer qu'elles ne le soient pas trop. Je vous remercie de votre attention et maintenant je vous laisse la place pour pouvoir répondre.